remercions d'abord d'être présents pour ce 3e atelier dédié aux bibliothèques et plus particulièrement à leur rôle économique dans la chaîne du livre. Je vais vous faire finalement une présentation un peu écourtée parce que comme on a pris un peu de retard, j'aimerais qu'on puisse favoriser l'échange entre le public et nos différents invités sur les différents points que nous allons aborder et notamment les contraintes liées au Code des marchés publics en matière d'achat public de livres. J'inviterai les libraires éventuellement présents du coup dans le public à nous faire un retour suite à la présentation qui vous sera faite d'une étude qui a été menée par Cordial dans la région, enfin en tout cas un début d'étude dont Isabelle Ramon vous parlera un peu plus en détail. Et puis j'ai cru comprendre depuis ce matin en suivant les premiers ateliers que les questions numériques et de devenir des différents acteurs de la chaîne, de l'évolution de leur mission étaient quand même sujet d'interrogation et d'inquiétude. Donc on prendra un petit peu de temps pour rappeler les enjeux du pré-numérique en bibliothèque avec une invitation encore à échanger avec le public. Avant de commencer, je vais vous présenter nos invités. Donc à ma gauche, à l'autre bout de la table, Dominique Grensinger, donc, qui est directeur du développement des collections à la Bibliothèque nationale universitaire. À côté de lui, Isabelle Ramon, donc, directrice de la Bibliothèque municipale de Colmar et qui nous présentera donc, une étude au nom de Cordial, ou plutôt une enquête peut-être, qui a été menée donc, auprès des bibliothèques du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, municipales et universitaires, concernant la politique d'achat public des livres et qui a permis d'évaluer notamment la part accordée à la librairie locale. Donc ça nous permettra peut-être d'ouvrir le débat sur les contraintes liées notamment et pour les libraires et pour les bibliothèques à cette politique d'achat dans le cadre des marchés publics. À côté d'Isabelle Ramon, Xavier Gallo, donc président de l'Association des bibliothécaires de France, Groupe Alsace, voilà, et expert du numérique, donc qui nous parlera de façon plus détaillée des enjeux du pré-numérique en bibliothèque. Et puis à ma droite, qui nous proposera peut-être une vision plus prospective du métier de bibliothèque à horizon 2030, on verra pourquoi. Philippe Champy, qui a une double casquette et de chargé de mission de l'inspection générale du ministère de la Culture et de la Communication et économiste de la culture. Voilà. Je vais d'abord donner la parole à Isabelle Ramon, qui va peut-être nous présenter les résultats de cette enquête menée en Alsace. Merci. Donc je voulais juste vous dire que je n'intervenais pas ici en tant que directrice de la bibliothèque de Colmar, mais pour donc présenter l'étude que Cordial a souhaité faire sur les budgets d'acquisition de livres papier uniquement, donc n'en déplaise à... Oui. Non, c'est juste plus près, oui. D'accord. Bon, je vais essayer. Ça va mieux ? Donc, budget d'acquisition de livres papier des bibliothèques publiques BM, BNU, SCD d'Alsace et la part qui en revient aux libraires régionaux. Pour qu'on puisse s'appuyer sur quelques données chiffrées quand on entend dans la profession, chez les libraires, chez les bibliothécaires, que les acquisitions de bibliothèques profitent essentiellement aux grossistes nationaux de type SFL ou aux grands libraires régionaux comme des Citres. Donc voilà, c'était de partir de cette idée. Donc j'ai voulu voir concrètement en Alsace quels étaient les chiffres. Ma première difficulté a été d'avoir une vision unifiée de ces chiffres d'acquisition de livres, les bibliothèques relevant de 3 ministères, générant chacun enquête et statistiques. Éducation nationale pour les CDI de collèges et lycées, culture pour les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt, et université pour les SCD et le cas particulier en Alsace de la BNU qui est un établissement public. Donc c'est donc une vision tout à fait incomplète, j'en ai conscience, qui sera présentée. Alors tout d'abord, je remercie les collègues qui m'ont transmis leurs chiffres. C'est pas toujours évident de parler d'argent.
quand on est dans les bibliothèques et quand on est dans les relations entre bibliothécaires et libraires. Et en particulier, les deux directeurs de BCD, Anne-Marie et Xavier, qui ont diffusé le questionnaire dans leur réseau, me faisant ainsi gagner beaucoup de temps et permettant de faire remonter les chiffres des petites bibliothèques qui sont très souvent absents des statistiques du service du livre et de la lecture. Cette enquête s'appuie sur les budgets d'acquisition 2013 qui ne sont pas encore disponibles sur le site de l'Observatoire de la lecture, alimenté par l'enquête annuelle du service du livre et de la lecture du ministère de la Culture. Toutefois, le service du livre et de la lecture m'a fourni une extraction de chiffres d'acquisition pour l'Alsace, donc je souhaitais les remercier également. Donc nous sommes pour le SLL à 700 000 € d'acquisition livre pour le Haut-Rhin sur 31 communes et 1 200 000 € pour le Bas-Rhin sur 45 communes qui ont remonté leur questionnaire, soit 1,9 million dépensés par 76 communes. 2 communes importantes n'ont pas renseigné cette case, je ne les citerai pas. Beaucoup de petites communes ne répondent pas, comme je le disais, à ce questionnaire. Le service du livre et de la lecture édite également un code de bonne conduite sur les marchés de livres, l'achat public de livres en bibliothèque, qui est un vade-mecum à l'usage des bibliothèques de l'État et des collectivités. La dernière édition que j'ai date de 2011, mais il en existe peut-être de plus récente ? Non. Et donc moi j'ai la version papier. Xavier étant le porteur du numérique sur cette table ronde. Et elle est bien disponible en version numérique, je confirme. Donc j'ai complété cette étude des chiffres des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt par les chiffres de la BNU. Qui m'ont été fournis par les collègues de la BNU et des 2 SCD de Haute-Alsace et de Strasbourg. Alors, donc, comme je l'ai dit en introduction, cette enquête ne comprend pas les chiffres des bibliothèques de l'éducation nationale, le réseau des CDI et des bibliothèques spécialisées, tribunaux ou autres. Elle devrait être affinée, enrichie, si les acteurs de la chaîne du livre en Alsace l'estiment nécessaire. Elle pourrait l'être également de l'autre côté, du côté libraire, pour connaître la part des acquisitions collectivités dans leur chiffre d'affaires. Toujours pareil, si ça les intéresse d'avoir ce type d'informations. Enfin, cette étude ne comprend pas toutes les acquisitions faites par le public à la suite de rencontres avec des auteurs en bibliothèque ou lors des salons du livre impulsés par des bibliothèques. L'impact économique des bibliothèques dans ce cadre-là s'étendrait de façon exponentielle. Donc revenons à nos chiffres 2013. Sur le Haut-Rhin, 24 communes ont répondu, plus la MD 68. Donc je vais vous faire les chiffres en gros. Donc ça fait 900 000 € dépensés pour les acquisitions de livres dans le Haut-Rhin. Sur ces 900 000 €, 526 468, soit près de 60%, sont dépensés chez les libraires locaux. Alors, donc, retenez très peu de chiffres, 60% pour le Haut-Rhin, sachant que les communes de plus de 10 000 habitants dépensent 72% de leur budget chez les libraires locaux, les communes de moins de 10 000 habitants, 78%. L'AMD 68 fait baisser ses pourcentages parce qu'elle en dépensait 26% en 2013 et qu'elle montera à 43% en 2014. Pour le Bas-Rhin, 195 communes de moins de 10 000 habitants, point lecture, bibliothèque, médiathèque, du réseau de la BDBR. Donc les chiffres m'ont été transmis par Anne-Marie, que je remercie encore. Donc 676 599, la BDBR elle-même 210 725, 1 14 760 pour les villes de plus de 10 000 habitants, ainsi que le réseau passerelle de l'ACUS, soit en tout 1 902 084 €, dont
1 343 900 € chez les libraires locaux. Donc nous sommes dans le Bas-Rhin à 70% des budgets d'acquisition livres dépensés chez les libraires régionaux. Alors, on est maintenant sur le versant enseignement supérieur. Le paysage est complètement différent. Le SCD de l'UHA a un budget d'achat de livres de 69 000 €. J'ai vraiment été étonnée de la faiblesse de ce budget d'achat de livres. Aucun lot pour les libraires régionaux. Le SCD de Strasbourg, de l'UNISTRA, 478 000 € d'achat de livres, papier, une part marginale pour des fournisseurs locaux. En montant, on arrivait à 1 000 € pour le CDDP. Donc, quasiment 0%. Le cas particulier de la BNU. La BNU dépense 256 863 € sur 573 000 € chez des libraires strasbourgeois, soit 45%. Voilà, donc un paysage extrêmement contrasté. Donc, je n'ai pas posé de questions de type qualitatif, c'est-à-dire pourquoi ? Pourquoi faites-vous ces acquisitions chez tel ou tel type de libraire ? Et quels sont, j'allais dire, les bénéfices que vous en retirez au niveau soit des relations de proximité, soit du service rendu. Parce que cette question me semblait peut-être un peu délicate. Voilà. Donc, quelques enseignements qu'on peut tirer de cette étude. Beaucoup de communes dont les budgets sont inférieurs à 15 000 € hors taxes échappent à la procédure de marché. C'est le cas pour le très dense réseau de la BDBR. Elles se rapprochent pour leurs achats des libraires locaux et la proximité joue à plein. Les grandes bibliothèques municipales, tout en respectant bien sûr le code des marchés, travaillent majoritairement avec les libraires locaux. 60% à Strasbourg, 98% à Mulhouse en 2013, mais 66% à partir de 2014, 52% à Colmar, mais en totalité pour les lots à partir de 2014. Les bibliothèques départementales, dont les budgets sont conséquents, plus de 200 000 € chacune, ont des pratiques diversifiées entre le Haut-Rhin, 43% en 2014, je l'ai déjà dit, et le Bas-Rhin, qui n'a qu'un lot de 3%, le lot alsatique, chez des libraires régionaux. La BNU, avec 45% de ses acquisitions chez de grands libraires strasbourgeois, se rapproche du modèle culture. Les SCD ne travaillent pratiquement pas avec les libraires locaux. Donc, de ce paysage régional très diversifié, je laisserai à d'autres faire une analyse plus fine. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce paysage régional est très mouvant, les marchés de livres étant passés pour 3 ou 4 ans. Donc tous les 3 ou 4 ans, les cartes sont remises sur la table et qu'il a été bouleversé, en particulier dans le Haut-Rhin, par la disparition de la chaîne Chapitre qui a obligé un certain nombre de collègues à changer de fournisseur. Voilà, merci. Merci. Donc on a bien compris, il s'agit ici d'une enquête quantitative. Est-ce que autour de la table, étant les uns et les autres bibliothécaires, vous pourriez nous parler de votre expérience plus personnelle quant à la lourdeur éventuelle des procédures ou de la difficulté peut-être à déterminer quels seraient les critères pertinents ? Merci. Si vous le permettez, je voudrais juste compléter la remarquable intervention d'Isabelle Ramon sur l'établissement que je représente, qui est un établissement un peu particulier. Il relève de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est un établissement public à caractère administratif, donc directement sous la tutelle du ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, via le recteur de l'académie. Donc, notre particularité, c'est d'être une bibliothèque de recherche pluridisciplinaire en sciences sociales et en sciences humaines. Donc, notre procédure d'acquisition est très vaste et nous achetons aussi beaucoup de livres en langue étrangère.
les livres en langues étrangères sont pour à peu près 40% de nos acquisitions. Donc, si vous voulez, nos livres français sont attribués par marché public à des libraires locaux, mais les livres en allemand, les livres en langue anglaise, les livres en espagnol, en italien, d'autres langues, en russe, en langues orientales, ce sont des libraires qui sont parfois à l'étranger, qui ont ces marchés-là. Donc les choses méritent aussi d'être posées dans cet ordre-là, puisqu'on voit qu'on travaille avec plusieurs fournisseurs. Nous avons 13 ou 14, je crois que nous avons 14 lots dans notre marché. Donc c'est relativement compliqué, c'est relativement dense. Chaque lot est très bien cadré et chaque lot a son fournisseur. Voilà. Donc je peux vous donner aussi un autre chiffre pour vous donner par rapport aux 580 000 euros dont parlait Isabelle Ramon. Nous avons aussi 300 000 euros de périodique et nous avons un budget de documentation électronique d'un peu plus de 120 000 euros à l'heure actuelle. Je vais compléter un petit peu pour ce qui concerne la médiathèque départementale du Haut-Rhin et aussi peut-être pour les bibliothèques du réseau de la médiathèque départementale, pour dire qu'effectivement, comme tu le soulignais Isabelle, il y a quand même beaucoup de petites bibliothèques qui peuvent se passer d'une procédure un peu lourde d'appel d'offres et donc se tourner plus facilement vers des libraires locaux pour peu qu'ils existent. C'est vrai que moi j'en viens à regretter en tout cas que dans le Haut-Rhin on n'ait pas suffisamment de libraires locaux de proximité, pour parler par exemple d'Alkirch, depuis que Chapitre a fermé. C'est vrai que je salue entre guillemets le militantisme des collègues de Danemarie qui vont jusqu'à Mulhouse acheter des livres chez Bizet par exemple. Donc, mais c'est pas le cas de tout le monde, et il y a des collègues qui sont pourtant plus près de Mulhouse qui préfèrent aller à l'espace culturel Leclerc, avec une qualité de l'offre qui n'est pas très bonne. Et on a beau leur expliquer que c'est pas le bon endroit, mais ça reste toujours un peu compliqué pour nous de conseiller d'aller chez un libraire ou au moins d'être en contact avec un libraire spécialisé. Donc voilà, ça c'était pour inciter peut-être aussi à la création de davantage de librairies. En tout cas, quand il y a des bibliothèques à proximité, il y a un vrai travail en partenariat à faire. Après, sur les chiffres sur la médiathèque départementale du Haut-Rhin, alors 2014 va être une année un peu particulière parce qu'en fait il se trouve qu'un de nos fournisseurs Bibliothéca a fait défaut et donc on a dû rompre en cours d'année un marché et nous reporter avec satisfaction d'ailleurs auprès d'un libraire local. Mais il y a une procédure qui est en cours, le marché a été attribué. Et comme vous le savez, le prix du livre est fixe, donc et la remise est plafonnée, et donc c'est pas là-dessus qu'on peut faire un choix, en tout cas de notre point de vue, et tant mieux pour les libraires. Mais nous, on a fait un choix d'aller vers entre guillemets des prestations de services qu'un libraire ne peut pas offrir. Donc il y a une partie donc les livres arrivent tout à fait équipés et prêts à l'emploi, j'allais dire recouverts avec des cotes, etc. Donc ce qui fait que ça nous amène c'est la moitié qui sera chez un prestataire extérieur et la moitié chez des libraires locaux, en comptant des libraires sur entre guillemets, librairie jeunesse, le Liseron, qui fait un excellent travail, avec qui on a une relation de proximité. Plus les Alsatiques, comme tu le citais. Voilà. Donc on est aussi contraint par ce genre de... Voilà, on est obligé d'optimiser, entre guillemets, le circuit du livre, comme on dit dans notre jargon, et donc d'externaliser un maximum de choses pour que les livres arrivent chez nous prêts à l'emploi. Mais ce qui ne change pas le travail que nous on fait de sélection. Voilà. J'ai une question concernant l'élaboration des critères. Est-ce que du coup vous avez les uns les autres des arbitrages réels à faire et une préoccupation de choix entre mettre en place finalement des critères qui sont dans l'intérêt de la bibliothèque, à savoir un choix varié de services assortis, et puis d'un autre côté, ce souci que vous pouvez avoir de préserver les liens avec la librairie régionale qui, vous le dites, ne peuvent pas toujours répondre à certains des critères. Alors, l'établissement des critères est une partie complexe de ce travail.
Nous avions... Alors, je ne devrais pas dire les choses comme ça. Donc, ça reste entre nous. Nous avions fait le choix de travailler au maximum avec les libraires de la ville, donc de Colmar. À partir de ce moment-là, on les a rencontrés et on a essayé de voir avec eux ce qu'ils pouvaient nous offrir, tout en respectant, j'allais dire, nos exigences de professionnels de bibliothèque. Et on a construit les choses un peu à l'envers. Hein. On a fait comme ça. Donc le résultat a bien fonctionné puisque tous les lots, enfin, de notre point de vue, a bien fonctionné puisque tous les lots ont été attribués en suivant une procédure de marché en procédure adaptée, donc des marchés assez lourds. Avec commission d'appel d'offres, donc tout a été fait dans les règles et validé par le service des marchés. Nous avons réussi à attribuer tous nos lots à des libraires locaux. Donc il y a eu finalement une étape d'échange avec les libraires régionaux avant de mettre en place ces critères, afin de faire le point, c'est ça, sur les services que les libraires pouvaient vous proposer. Est-ce que vous avez connaissance dans la région aujourd'hui de regroupements de libraires qui, du coup, de façon collective, pour pouvoir répondre éventuellement à certains critères, auraient décidé de s'associer Pas à ma connaissance. Dominique, je ne sais pas si tu as des éléments, non ? Je veux bien éventuellement, oui, qu'on ait ton point de vue de libraire. Je ne sais pas, il y avait un micro à chef. Pour répondre précisément à la question, non. Aujourd'hui, il n'y a dans notre organisation aucune création de GIE ou de plateforme commune. Ce sont souvent des choses très complexes à mettre en place et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, à lire, a déjà débattu du sujet, on n'arrive pas à avoir une position claire. Mais je profite d'avoir le micro pour mettre peut-être un grand coup de pied dans la fourmilière. Parce que les marchés publics tels qu'ils sont faits aujourd'hui et qu'on applique aux livres sont ceux qui existent pour acheter des tables, des chaises, des stylos, des voitures. On parle de livres. On parle d'objets qui sont individuellement très marqués par une existence unique et qui ne souffrent d'aucune comparaison avec un autre objet. D'autre part, ils sont soumis à la loi du prix unique, donc vendus partout au même prix. À côté de ça, comme le disait Xavier, la remise elle-même est plafonnée. Le libraire, s'il veut décrocher un marché public, va donner la remise de 9% pour le non scolaire. Il a le droit de donner moins, mais il sait très bien qu'il n'aura peut-être pas le marché. J'ajouterai à ces 9% les 6% de Sophia que j'évoquais tout à l'heure, qui pour le libraire sont perçus comme un impôt supplémentaire, mais c'est une parenthèse. Et quand je dis je veux mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière, je veux dire par là que quand on entend certains élus ou certains fonctionnaires dans les municipalités, je pense à celle dont je suis issu, et qu'on vous répond ne nous parlez pas de proximité, on va nous taxer de favoritisme, vous comprenez que la position des libraires, elle est tout de suite sur la défensive. Donc je voudrais peut-être interpeller les décideurs, voire les élus, en disant ne faut-il pas carrément changer la loi ? Parce qu'aujourd'hui, on demande à des organismes publics d'acheter un produit qui est unique, qui a un prix unique, et dont la différence de choix dans le fournisseur ne se base ni sur le prix, ni sur la qualité du produit, ni même, je dirais, sur la prestation de service, puisque tout libraire sérieux aujourd'hui est informatisé, travaille avec la plateforme Prism, est livré correctement tous les jours ou pas. Voilà, et faire en sorte peut-être qu'on basculerait, c'est une idée que je défends à titre personnel, mais que je partage avec d'autres, qu'on basculerait dans un système différent, où on sortirait de cette logique de marché de l'eau, qui est peut-être
une hypocrisie quelque part. On se cache derrière des lots qu'on découpe en fonction de ce qu'on veut faire passer en termes d'approchement d'offres locales. Et on pourrait aller vers une logique plutôt de cahier de charge en disant, ben voilà, les libraires qui répondent à tel et tel critère, qui acceptent tel et tel critère, sont susceptibles d'être les fournisseurs des différents acteurs, des différentes collectivités qui ont en charge l'achat de livres, que ce soit une école, un collège, un lycée, une bibliothèque, une médiathèque, et qu'elle aille où elle a envie d'aller en fonction de la proximité, en fonction du service, en fonction du conseil, etc. Peut-être qu'en revenant vers le consommateur, ou plutôt aussi le consommateur final qui est la bibliothèque ou l'établissement scolaire, on aura peut-être une réaction beaucoup plus saine vis-à-vis du marché du livre, alors qu'aujourd'hui, peut-être, c'est une appréciation personnelle, on est peut-être en train de se cacher les yeux et de se cacher derrière des textes qui ne sont absolument plus adaptés. Oui, vas-y. Je partage assez grandement votre analyse, Monsieur Ehrengaard. J'ai juste, à propos des lots, peut-être une petite réserve par rapport à ce que vous venez de dire. Quand je parlais de lots tout à l'heure, c'était de lots extrêmement précis où il nous faut des nouveautés et où vos confrères d'Italie ou du Mexique nous envoient des listes de nouveautés pour qu'on puisse sélectionner ce qui va paraître aux presses universitaires de Mexico ou en Italie. Donc c'était dans cet ordre-là, idem pour les presses anglo-saxonnes, dont je parle de nos lots sont... par rapport à ces critères-là, ces critères de publication à l'étranger. C'est vrai que c'est une anomalie. À chaque fois qu'on est en commission d'appel d'offres, on doit réexpliquer tout ça aux élus en leur disant voilà, le prix uni, le prix du livre est fixe, remise plafonnée, donc de toute façon, c'est pas un critère, parce que c'est le premier critère que regarde sur les autres marchés, c'est le prix, c'est la première chose qui est regardée, même si on le minore un peu dans les critères, la somme de tous les critères, mais on leur dit tout de suite le prix, il faut oublier, parce qu'on est contraint par la loi. Et voilà, et à partir de là, c'est vrai que c'est une anomalie dans le cadre des marchés publics qu'il faudrait que le législateur peut-être fasse évoluer, mais là c'est une question de lobby des libraires entre effectivement les grandes plateformes qui sont proches de Paris et les libraires indépendants qui doivent se défendre. Enfin, après ça nous dépasse un peu. Nous c'est le discours en tant que bibliothèque qu'on porte régulièrement, mais voilà, c'est compliqué. Si je peux me permettre encore une question en direction des libraires, moi j'avais une interrogation, c'est concernant la rentabilité, on va dire, d'une telle opération. Si je ne me trompe pas, donc on est à 9% de rabais, vous avez 6% en sus à reverser à la SOFIA, et si on prend en compte que la réponse à un appel à marché public, c'est du temps humain, on va dire, à consacrer. Est-ce qu'au final, aujourd'hui, répondre à des appels d'offres d'achat public de livres, ça a du sens économiquement pour un libraire? Ça marche. Ça a du sens en fonction de l'organisation que le libraire a. Un libraire peut travailler beaucoup avec des collectivités, ou avec un certain type de collectivité. À titre personnel, je travaille avec plusieurs bibliothèques, mais aussi beaucoup avec des établissements scolaires. Bon, j'ai une personne et demie qui ne s'occupe que de ça. Et là, on va trouver de la rentabilité, ça va être effectivement dans du volume, puisque ce n'est pas la marge qui va être notable acte par acte. L'addition des différents actes va permettre de trouver un certain équilibre. Effectivement, quand on a 9% de remise sur le livre non scolaire, auquel on ajoute les 6% quand on sert une bibliothèque qui est soumise à la réglementation SOFIA, ça fait 15% qui s'applique sur une remise éditeur qui navigue entre 30 et 40%, donc qui est beaucoup plus proche pour un libraire de petite taille de 33 que pour un libraire plus grand. À cela, il faut ajouter le prix du transport, le libraire payant le transport dans tous les cas, à l'achat, mais quand il va vous servir, il le fait à 99% en franco de port. Et s'il y a des défectueux, etc., il faut aller les chercher, les échanger, etc. Donc tout ça, ce sont des coûts qui font qu'effectivement la marge est extrêmement minorée. Par rapport à ce qui existe sur le livre scolaire,
où la remise n'est pas plafonnée à 9% comme je viens de l'évoquer, et qui est libre, mais par contre c'est l'éditeur qui plafonne la remise à 31,5%, les libraires qui travaillent avec des manuels scolaires se retrouvent avec des marges encore beaucoup plus serrées. Et là, effectivement, le service n'est absolument pas le même, puisqu'on va servir des quantités de manuels, etc. Mais tout ça est une recherche d'équilibre en fonction de l'organisation que chacun a. Mais si on revient à ce que je disais tout à l'heure et qu'on est dans une situation d'agrément et où le donneur d'ordre va avoir une possibilité d'aller vers la proximité, ben on va économiser sur les frais de transport, on va économiser sur les frais d'acheminement, parce qu'on va aussi pouvoir servir de son fonds. Moi, je constate, nous avons une existence qui remonte à 1956, mais ce que je constate ces dernières années, c'est que je ne vois plus aucun bibliothécaire dans ma boutique. Aujourd'hui, les bibliothécaires, ils commandent par Internet, ou ils envoient un mail, ou ils commandent sur Internet directement, à partir des catalogues. Ils ne viennent plus dans les magasins voir ce qu'il y a. En tout cas, pas dans les magasins qui ne sont pas les grosses maisons leaders sur une capitale régionale. Et mes collègues de l'association racontent à peu près le même discours. Je vais peut-être passer la parole à mon voisin à droite, il a sa casquette économiste. Je vais juste compléter un petit peu par rapport à ce que vous dites. Alors là, on est tous contraints par le temps, malheureusement. On rêverait de passer, enfin, en tout cas, les acquéreurs aimeraient bien avoir plus de temps pour aller en bibliothèque, ça c'est certain. Le seul cas où, en tout cas en ce qui nous concerne, on arrive à dégager du temps parce que c'est important et que c'est pour tout ce qui est livre jeunesse. C'est-à-dire que là, effectivement, les collègues vont régulièrement à la enfin pas au liseron. Voilà, mais c'est le seul cas où vraiment sur le temps de travail, on peut dégager du temps en ce qui nous concerne. Donc je vais passer la parole à Philippe Champy sur le volet économique. Moi, j'ai plutôt des... Pardon. Bonjour à tous. J'ai plutôt des questions. Ce qui me frappe un peu dans l'étude que vous avez présentée, c'est quand même si j'ai bien compris, c'est pour une partie 60%, 70% pour l'autre et 45% pour le troisième d'acquisition sur le territoire, sur les librairies. Et donc, en regardant un peu notamment les questions d'études d'impact ou d'analyse économique des bibliothèques, la question c'est que là, on a plutôt une évasion en fait de crédits publics, qui sont parfois déconcentrés, pas toujours, et qui ne servent pas au territoire. Et donc, vous voyez l'enjeu. Et donc, je me demandais, alors, je sais que les marchés publics sont très contraints, enfin très compliqués, pardon. Les marchés publics sont, on le sait tous, complexes, contraints, jamais satisfaisants. Mais là, je me disais que, effectivement, ça sert à l'optimisation de la chaîne, enfin, ça peut servir à l'optimisation de la chaîne de la librairie, quitte d'ailleurs à pas être très loin d'une aide d'État, enfin, une qualification d'aide d'État déguisée ou subvention, quasi-subvention à un secteur, hein, puisque ça fait quand même une garantie de chiffre d'affaires, quel que soit le système d'organisation des librairies, c'est quand même une garantie de chiffre d'affaires récurrent au moins sur les 4 années des marchés. Et donc ma question c'est, est-ce qu'il est possible d'aller plus loin dans une sorte de fléchage de l'aménagement du territoire des librairies au moment où elles souffrent, et pourquoi est-ce qu'on a une telle évasion? En fait, si on faisait un calcul de multiplicateur, ce serait très négatif, quoi. Alors, vu les missions de l'établissement que je représente, qui sont par décret, hein, parler d'évasion, c'est peut-être un terme inapproprié, en tout cas un peu étonnant. Il est vrai que dans le monde de la recherche, donc là on parle à des niveaux M2, doctorat, postdoc, hein, la documentation, c'est celle qui est utile aux chercheurs. Donc on répond à une demande qui sert la recherche française. Nos pôles d'excellence sont connus, notamment la germanistique. Il est certain que pour développer la germanistique, nous achetons déjà tout ce qui paraît en France, donc chez un fournisseur local en quelque sorte, régional, enfin, et nous achetons aussi de la documentation qui est pour la plupart du temps unique, ou très peu. Il suffit de voir le SUDOC dans certains domaines. La Bibliothèque nationale universitaire est quasiment la seule à l'avoir sur le territoire français. Donc en tant que cadiste, donc centre d'acquisition de la documentation d'informations scientifiques et techniques, c'est-à-dire pôle d'excellence, nous diffusons
via le prêt entre bibliothèques principalement, ces documents sur tout le territoire national. Donc voilà, c'est pour ça que le terme d'évasion me semble un peu fort. C'est juste sorti du circuit économique local, quand je veux dire évasion. C'est pas évidemment l'évasion. Et c'est très compréhensible pour les bibliothèques de recherche. Alors, donc, je crois qu'il y a une demande politique de travailler et de soutenir la librairie locale. Je crois que dans la plupart des collectivités territoriales, il y a cette demande. Après, encore une fois, comme mes collègues l'ont dit, il faut qu'on arrive à concilier cette demande politique au marché, aux procédures de marché, aux critères des marchés. Alors, ça dépend parfois aussi, il faut le dire, des services juridiques de certaines collectivités qui sont extrêmement tatillons et qui sont parfois un peu en contradiction avec ce développement du territoire. Je ne sais pas si... Oui. Je passe la parole à Anne-Marie. Oui, je vous... C'est allumé ? Oui, c'est bon. Je voulais simplement témoigner pour le compte de la bibliothèque départementale du Bas-Rhin que je dirige et qui est en pleine refonte de ces marchés publics. Donc moi, la commande politique que j'ai, c'est d'être dans la légalité des marchés publics. Et à ce jour, le critère de proximité n'est pas un des critères qui peut être entendable par un service des marchés publics. Il se trouve que de plus, je travaille dans une collectivité qui a la noblesse d'éviter tout risque juridique et d'être parfaitement conforme avec le code des marchés et de vouloir vraiment être en recherche constante d'un risque zéro, ce à quoi elle réussit. Donc, à ce jour, la notion de proximité, elle peut trouver une traduction dans des clauses, des aspects éco-responsables qui sont de plus en plus intégrés dans les marchés et qui, là, je crois, sont une façon d'analyser les offres tout à fait en conformité. Sur la question des segmentations de l'eau, moi je crois qu'en tant que chef d'établissement, j'ai d'abord à répondre aux besoins des usagers et de la population et que ces lots sont la traduction des besoins de l'établissement pour répondre à une demande. Et c'est là le métier de bibliothécaire de répondre aux besoins des usagers. Dans ce moment d'analyse des offres dans lequel nous sommes, le seul constat que je fais, c'est que les candidats locaux ne sont pas si nombreux que ça. Et que pour un lot, qui est pour un des lots qui je trouve assez emblématique, il n'y a pas de candidat du tout. Voilà, c'est simplement, je voulais porter témoignage d'une façon de travailler dans une collectivité parmi d'autres, mais que dès lors qu'on est en dialogue constant et qui n'est pas toujours, on ne parle pas le même langage, il faut presque aussi un traducteur, avec une direction de la commande publique, il y a toujours quand même la recherche constante de trouver des solutions, d'exprimer le plus justement possible les besoins de la direction, en l'occurrence, mais le critère de proximité, à ce jour, ne peut pas être intégré, à mes yeux, dans des critères d'analyse. Voilà. Après, pour la bibliothèque départementale, il est clair que il y a eu des relations dans la durée et des marchés qui ont été attribués pendant très longtemps à des libraires locaux, que là, on était dans une séquence d'au moins deux cycles d'acquisition où les choses ont été différentes. Rien n'est jamais irréversible, mais en l'occurrence, on est dans la traduction pleine et entière du Code des marchés. Oui, alors moi j'ai complété, pour redire ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est aussi dans des situations d'effectifs de personnel qui vont être de plus en plus contraintes et que clairement, s'il faut externaliser, on n'a pas le choix. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un part à la retraite, il va être remplacé. Et donc, c'était deux des choix qu'on a fait de demander des prestations de services, de livres prêts à l'emploi, c'est pour des raisons de contraintes de personnel qui vont être de plus en plus fortes.
Donc voilà, sinon, je pense qu'on aurait pu faire comme Colmar, essayer de privilégier autant que possible, sans être certain que ça soit faisable du point de vue légal, mais en tout cas d'emballer entre guillemets le marché sans faire mention de la notion de proximité pour essayer de faire en sorte qu'un libraire local puisse y répondre. C'est faisable, mais c'est toujours limite. Et puis le deuxième point, c'est que parfois, paradoxalement, un marché peut mettre en péril un libraire. C'est-à-dire qu'on a eu l'expérience d'un libraire jeunesse, il y a longtemps le liseron, où finalement la librairie était mise en difficulté à cause d'un marché public et qu'elle a dû abandonner, renoncer au marché public en cours de marché parce que elle était prête à mettre la clé sous la porte. Donc voilà, c'est un équilibre compliqué, surtout pour des petits établissements, enfin des petites librairies. Je vous remercie pour la présentation de ce début d'étude. On en parlait tout à l'heure. Ce qui nous manque peut-être, c'est d'avoir une visibilité aujourd'hui sur la part que représente cet achat public de livres dans le chiffre d'affaires des libraires. Alors, à échelle nationale, moi, les derniers chiffres que j'ai trouvés en moyenne, c'est 13%, mais je pense que ça mériterait d'être précisé selon le type de librairie, notamment on parlait des librairies jeunesse, enfin des librairies spécialisées, où j'imagine que la part est beaucoup plus importante. Tout ça pour venir à notre deuxième partie de table ronde. On a parlé donc de l'importance et du rôle économique des bibliothèques, notamment en ce qui concerne les libraires et le chiffre d'affaires des libraires. À l'ère de l'avènement, c'est peut-être pas encore le mot, mais de la transition numérique, se pose également la question de la place du libraire dans ce cercle de l'achat public de livres. Je vais passer la parole à Xavier qui va peut-être nous rappeler justement les enjeux du PNB. Oui, donc voilà, ça fait quelques années que les bibliothèques et avec les éditeurs, il y a une réflexion sur comment proposer une offre numérique qui ne soit pas simplement de la micro-édition, comme ça peut être le cas avec Publi.net, enfin immatériel maintenant, d'un libraire, d'un éditeur en fait qui s'auto-vend, enfin qui se vend en ligne uniquement. Mais aujourd'hui, voilà, comment avoir une offre de livres numériques qui permettent d'inclure toute la chaîne du livre, puisqu'il y a évidemment le risque qu'un éditeur puisse vendre directement à une bibliothèque ces exemplaires numériques. Donc il y a un groupe de travail et une expérimentation qui s'appelle Prêt numérique en bibliothèque. Alors déjà pour dire que le terme est impropre parce qu'en réalité c'est de la licence. On ne peut pas parler vraiment de prêt, ça n'a rien à voir avec un achat non plus physique. Voilà, ce serait plutôt de la licence, mais bon, c'est connu sous ce terme, on va rester là-dessus. Donc toute la chaîne du livre est dans la boucle, hein, dans cette expérimentation prêt numérique en bibliothèque, avec donc les éditeurs qui fournissent des métadonnées à un distributeur numérique. Et ensuite, c'est le libraire qui va taper dans cette base de données, dans les informations et les fichiers qui sont ensuite revendus aux bibliothèques, hein, pour simplifier, parce que après, il y a pour l'instant une problématique d'usine à gaz technique qui est quand même très compliquée, notamment pour les intégrer dans les catalogues de bibliothèques, pour la pérennité de toutes des données et des fichiers. Donc voilà. Voilà un petit peu le cadre de ce prêt numérique en bibliothèque. Alors la difficulté, je vais poser quelques enjeux, puis après chacun pourra réagir, et puis vous aussi dans la salle, c'est qu'on sait que nos budgets d'acquisition sont plutôt à la baisse. Donc on ne va pas s'imaginer qu'on va acheter à la fois en numérique et en physique. Donc il faudra qu'on fasse des choix. D'autant que pour l'instant on nous annonce des prix de livres numériques, de fichiers très chers, hein, autour de 50 €, avec des usages qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, donc on ne sait pas ce qu'on pourra faire avec les fichiers. Donc c'est clair que ça va être un manque à gagner d'un autre côté pour les achats physiques. Donc là aussi, je pense que c'est une équation compliquée à la fois pour le libraire et à la fois pour le bibliothécaire. Il y a, il me semble, pour les bibliothèques, là je vais prendre la casquette uniquement bibliothèque, pour nous la nécessité de pouvoir choisir dans le type d'offre, c'est-à-dire que il ne faudrait pas qu'on vaille vers un seul modèle de distribution, c'est-à-dire que par exemple du prêt chronodégradable de fichiers ou que du streaming. Il faudrait que selon les cas de figure et les possibilités et le public qu'on cible, on puisse avoir le choix d'un modèle, en tout cas d'un type d'offre. Imaginons qu'une BDP ne puisse pas prêter ses fichiers à son réseau.
on va être très très mal. Donc c'est pas la peine qu'on achète des fichiers si on peut rien en faire vis-à-vis du réseau des bibliothèques avec lesquelles on travaille. On peut pas non plus acheter pour elles, ce serait un peu compliqué. Donc voilà. Et donc rappelez qu'on est acteur d'une offre légale et que aussi bien le libraire que nous, on est en mesure de promouvoir entre guillemets une offre légale pour éviter que les gens téléchargent des fichiers. Donc il est important qu'on puisse offrir une offre légale avec le libraire qui soit le plus large possible. Là aussi il y a les éditeurs qui sont en jeu, c'est-à-dire si on a le choix comme ça se profile aujourd'hui seulement d'une portion du catalogue de l'éditeur. En plus, certains éditeurs parlent de ne pas fournir les nouveautés aux bibliothèques. Donc ça aussi, ce serait très compliqué à expliquer à nos lecteurs en disant « Ah ben non, les nouveautés, vous allez les avoir dans 6 mois parce que l'éditeur se réserve le droit de le vendre en numérique d'abord. » Bon, pourquoi pas. Mais ça va être très compliqué à expliquer à nos lecteurs qui vont se dire bah, je vais chercher sur Internet et je vais trouver. Et puis après, ils n'auront plus besoin de nous et ils vont télécharger des fichiers sans les bibliothèques. Donc voilà, donc dire que ces enjeux-là sont importants et qu'il y a, vous le savez peut-être pour la plupart d'entre vous, un groupe de travail au sein du ministère de la Culture, enfin du service du livre et de la culture qui réunit éditeurs, auteurs, libraires, bibliothécaires et qui discute depuis déjà quelques mois sur ce modèle, enfin en tout cas faire un espèce de vadémécum à la fois sur la manière de distribuer les fichiers et puis le modèle économique. Et qu'aujourd'hui la discussion est très tendue entre tous les acteurs et que, notamment sur le modèle économique et sur le type d'offre. Donc voilà, on est à la croisée des chemins. Il y a l'expérimentation PNB qui commence donc à Grenoble, à Montpellier, et j'en oublie peut-être, et qui va être intéressante, mais on est sur quelque chose de très fragile. Donc voilà, je vais peut-être passer la parole à mes collègues s'ils veulent intervenir ou à la salle. Moi, je vais me faire l'avocat du diable. Allez-y. Concernant les éditeurs, vous parliez notamment de la question des nouveautés. Certains éditeurs, et je crois notamment que c'est en discussion en ce moment aux États-Unis, pour parler d'un autre marché, considèrent que la mise à disposition immédiate des nouveautés aux bibliothèques cannibaliserait la vente au grand public. Quels éléments de réponse vous pouvez éventuellement nous apporter? Est-ce qu'on a déjà des retours qui indiqueraient Enfin, c'est pas déjà le cas avec le livre physique, mais avec le livre physique, on a les nouveautés et pourtant, le secteur du livre se porte bien. Alors pourquoi est-ce que ce serait complètement différent avec le numérique ? Des nouveautés et que tout ce qui a été fait en termes de numérisation sur des catalogues, les éditeurs ne les vendent pas. Alors après, effectivement, ça dépend des genres littéraires, mais à l'heure actuelle, les éditeurs, ce qu'ils vendent dans le numérique, ce sont exclusivement des nouveautés. Voilà, c'est peut-être la seule chose qu'on peut dire en termes d'observation à l'heure actuelle. Si vous le permettez. La problématique de la documentation numérique, ce que nous appelons plutôt documentation électronique dans les bibliothèques universitaires, n'est pas tout à fait la même. Nous avons bien sûr des bouquets d'e-books qui sont disponibles, ils ne sont pas téléchargeables, ils sont consultables en ligne et on peut en imprimer quelques passages. Mais ils sont encore assez marginaux. Ce que nous avons surtout, ce sont des périodiques électroniques qui nous sont vendus par des grands groupes de diffusion. On connaît les problèmes avec Elsevier et d'autres éditeurs qui posent différents problèmes. Le premier, d'abord, c'est le coût exponentiel des abonnements. Chaque année, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et donc, il y a le consortium Couperin, qui est un consortium de bibliothèques universitaires, mais aussi de grands établissements et, depuis peu, je crois, des CHU, travaille avec une équipe de bénévoles négociateurs pour essayer de contenir le coût de l'abonnement de ce type de documentation. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, nous sommes abonnés à peu près 1600 titres de périodiques papier, parce qu'il s'agit essentiellement de revues, de périodiques. Donc 1600 titres de périodiques papier, mais nos bouquets électroniques actuellement en proposent 55 000.
55 000 qui sont accessibles à distance pour peu qu'on soit inscrit à la bibliothèque. Donc c'est-à-dire que le lecteur n'a plus besoin de se déplacer pour lire un article. Mais l'exigence des usagers, du coup, c'est pas d'avoir un magazine, c'est de tomber sur l'article qu'ils recherchent. Donc il y a une granularité très fine qui nous est demandée dans le signalement de cette documentation. Donc la problématique n'est pas celle de prêter des e-books, des derniers livres parus chez des éditeurs qui diffusent pour le grand public, si vous me permettez cette expression, mais c'est de ces ressources de niche qui sont extrêmement onéreuses et qui posent un deuxième problème, non seulement le coût exponentiel des abonnements, mais vous le savez tous, il y a aussi la question de savoir les chercheurs qui publient ces documents qui sont sur des bouquets électroniques payants pour la plupart, sont souvent, parfois, enfin c'est une question qui se pose au niveau européen, sont rémunérés pour leur recherche. Ils travaillent sur fonds publics. Donc se pose pour ces bibliothèques de recherche aussi la question des archives ouvertes. Voilà, produits avec de l'argent public, ça devrait être accessible, sans abonnement, sans payer. Et toute la question est là actuellement, la problématique des archives ouvertes est réellement posée dans les bibliothèques universitaires. Et tu peux donner du coup le ratio des coûts entre les revues papier et les revues électroniques? Alors, le ratio des coûts est faux. Quand on le voit, je disais tout à l'heure 120 000 euros pour de la documentation électronique, 300 000 pour de la documentation papier, ça fausse la donne. On est à moins d'1 euro, moins de 2 euros par titre électronique, alors qu'on est à des dizaines d'euros pour un. Je me demande bien si on n'est pas actuellement à 100 et quelques euros pour le titre papier. Mais la différence, c'est que quand on ne paye plus l'abonnement électronique, on n'a plus les archives. Et nous sommes une bibliothèque de conservation. Le but, c'est aussi d'avoir des périodiques sur toute la durée. La complétude des collections, c'est important. Et notre rôle, c'est aussi de veiller à ce qu'il n'y ait pas un déséquilibre à terme entre le papier et l'électronique. L'électronique est nécessaire, c'est une demande des usagers, pouvoir consulter au moment où on a besoin de l'article dans un laboratoire ou le soir quand on travaille chez soi, quand on est étudiant, c'est pratique, c'est performant. Mais cesser des abonnements papier parce que on le trouve sur du numérique qui demain coûtera de plus en plus cher et que peut-être un jour la source financière se tarira aussi, c'est une vraie question qu'on doit se poser. Et c'est pour ça aussi qu'actuellement il y a le projet ISTEX au niveau national qui est sous le couvert de licence nationale d'acquérir les archives électroniques de certains documents, de certains titres de périodiques. Voilà, les chercheurs ont été sollicités pour proposer dans des listes ce qui méritait d'être acheté de façon pérenne. Archives, je parle bien des archives, pas des abonnements courants, sous forme de licence nationale. Et le projet ISTEX suit son cours. La première phase se termine, la seconde se met en place progressivement, qui, elle, sera plutôt axée sur la négociation des abonnements en cours. Donc heureusement que nous avons le consortium Couperin, le projet ISTEX et d'autres structures qui nous permettent, notamment la mutualisation entre SCD ou entre bibliothèques universitaires, pour avoir des accords à peu près raisonnables avec les fournisseurs de documentation électronique. Mais la question est là, il y a une demande de la part de l'usager, il y a une nécessité d'y répondre quand même, puisque c'est servir la recherche que d'y répondre, mais aussi la question de se dire, bah là, notre mission, c'est d'avoir des collections papier complètes, que l'on sauvegarde, que l'on protège, que l'on numérisera probablement à terme quand ils ne seront plus sous droit pour les préserver. Mais la complétude des collections est aujourd'hui une question que beaucoup de collègues des bibliothèques universitaires se posent. Si je peux. Ah, pardon. Allez-y, madame. Donc, je voulais juste dire que comme on était dans une période un peu d'expérimentation, comme le prêt numérique en bibliothèque n'est encore pas opérationnel, je crois qu'il y a des bibliothèques qui ont tenté des expériences de livres numériques. Donc à Colmar, on a fait une expérience qui fonctionne assez bien, de prêter des liseuses
avec des fichiers de nouveautés que nous achetons chez un libraire. Donc c'est comme si on prêtait un livre, simplement on peut changer le contenu de la liseuse. Ces livres coûtent presque aussi cher, enfin ils doivent coûter 20 ou 30% moins cher que, je ne sais pas, à peu près 30% de moins que le livre papier. Mais donc ça nous permet de répondre à des demandes d'un public un peu nomade, attiré par des nouvelles technologies. Donc ça correspond à une demande. Oui, je voulais... comment dire ? Je ne voudrais pas commencer le débat d'un atelier de demain, mais numérique, je pense qu'il y a numérique et numérique. Quand il s'agit de numériser les archives, il n'y a pas de débat. Quand il s'agit de mettre entre les mains du consommateur quelque chose qu'on va appeler un livre numérique, que ce soit la bibliothèque ou le libraire, on va se poser la même question. Est-ce que nous sommes encore dans la chaîne ou est-ce que le consommateur ne va pas passer au-delà de ce dernier maillon qu'est le libraire ou le bibliothécaire pour se fournir directement sur un prestataire que l'on identifie d'ailleurs très mal et qui se trouve quelque part sur la toile. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, je dirais, c'est aujourd'hui, on souffre du fait que le livre numérique n'est toujours pas qualifié de façon juridique, ni en tant qu'élément matériel sujet à achat, à vente, à prêt. Comment peut-on prêter un fichier informatique ? Je veux dire, la question n'a peut-être pas de sens pour quelqu'un comme moi qui a du mal à se servir d'un téléphone, par exemple. C'est pour ça qu'on parlait de licence, hein, c'est voilà. l'utilité, elle est là. Et la troisième question, je voudrais lancer un cri d'alarme en disant ne profitons pas, et le mot profiter, pas juste, n'utilisons pas cet événement de livre numérique pour faire ressurgir le débat ou le combat qu'il y a eu il y a 40 ans en disant les bibliothèques vont tuer les libraires. C'est totalement faux, puisque par rapport à ce que j'ai dit en entrée, on est dans la même galère. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a besoin, de savoir ce que c'est qu'un livre numérique, sous quelles contraintes juridiques il se place, et 3, si c'est un livre, qu'il suit la chaîne du livre. Et s'il suit la chaîne du livre, il n'y a pas de raison qu'une bibliothèque puisse pas en acheter un et le prêter, je parle de fichier, de même que le libraire ne puisse pas le vendre. Après, et je terminerai là-dessus, il y a un problème économique. Aujourd'hui, c'est vrai, les livres fichiers se vendent presque au prix du papier, mais sont vendus sous quelle manière ? Un libraire peut proposer des fichiers en s'affiliant à des espèces de grossistes informatiques qui existent aujourd'hui, et il met à disposition du public, s'il a l'outil. Encore faut-il avoir un site sur lequel on peut chercher tout ça, le faire vivre, tout ça, ça a un coût. Et pour avoir droit à ce catalogue de ce grossiste, il va payer un abonnement et il va être rémunéré avec beaucoup moins que les 30 ou 40% dont je parlais tout à l'heure. Alors aujourd'hui, il y a un modèle de grossiste qui existe. Si on veut tout simplement équilibrer le système mensuellement, il faut vendre 20, 30 fichiers par mois. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le plus grand libraire de Strasbourg a ce modèle. Je ne sais pas s'il vend 2 fichiers par mois. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce que je disais à Cécile encore l'autre jour, qui est une spécialiste du numérique. Nous, libraires, on a plutôt tendance à dire qu'il est urgent d'attendre de voir ce qui se passe. Alors voilà, la balle n'est peut-être pas dans nos mains, peut-être non plus auprès des bibliothécaires. Voilà, donc je ne sais pas trop. Mais je crois que surtout, ne commençons pas une guerre qui n'a pas lieu d'être. Je vais peut-être donner la parole à Philippe Champy, qui a fait un travail notamment prospectif, on va dire, sur ce que serait la culture en France à l'horizon 2030 et qui va peut-être pouvoir nous donner des éléments de réponse, avec aujourd'hui évidemment des modèles qui pour le moins se cherchent. Non, peut-être d'abord sur le prêt numérique. Parce que je pense que c'est quand même une question centrale qu'on n'avait pas vraiment pour les phonogrammes,
Vous n'avez pas encore pour les vidéogrammes, même s'ils sont en bibliothèque, les questions n'étaient pas posées de la même manière. Alors même que les bibliothèques s'étaient plutôt développées sur ce type de prêt, et que la question pouvait se poser de la même manière, puisqu'il s'agit aussi de fichiers numériques, même si on était aussi dans des logiques de support, mais on aurait pu déjà aborder la question. Là, si on regarde un peu les modèles économiques, pas seulement en bibliothèque, mais les modèles économiques autour du fichier numérique, il y a une extrême proximité qu'on n'avait pas repérée entre des modèles de location, des modèles d'abonnement illimité, et un modèle qui est en train de... donc les modèles de streaming, évidemment, et une question qui a déjà été traitée par l'Union européenne, enfin par la Cour de justice de l'Union européenne, qui est la question du marché de l'occasion des fichiers numériques. Et qui, pour les logiciels, a admis que, logiciels y compris de jeux vidéo éventuellement, donc qui pour des œuvres, puisqu'elles sont œuvres par ailleurs, donc, qui a admis la possibilité qu'il y a un marché de l'occasion du fichier numérique, alors même qu'il n'y a pas de dégradation du fichier numérique. Ce que je veux juste dire, c'est que les 4 modèles, enfin ces 4 éléments-là, traduisent le fait que c'est exactement la même logique ou la même problématique qui est posée pour le livre, le prêt de livres en numérique. Et que donc, quand la question était soulevée tout à l'heure de savoir jusqu'où on peut limiter, par exemple, les modèles, jusqu'où la dégradation des fichiers, le nombre de fichiers qu'on peut prêter simultanément, etc. Est-ce qu'on peut reprêter? Enfin, tout est possible. Dans un DRM, techniquement, c'est qu'une liste de licences juridiques traduites par une techno derrière. Donc tout est possible. Sauf que, comme on est dans une logique d'accompagnement politique de cette transition numérique, et que vous n'êtes pas seul à dire qu'il est urgent d'attendre. Mon sentiment, c'est qu'économiquement, en analyse économique, tous les acteurs attendent. Les éditeurs tardent le plus possible à basculer, en tout cas en France, tardent à prendre en compte le fait que le numérique, quel que soit le domaine, pas seulement le domaine culturel, mais c'est évident dans le domaine culturel, ça produit principalement de la désintermédiation. Donc il y a des acteurs qui vont disparaître. Dans tous les secteurs, ça s'est produit. Alors on sait à peu près qui ça peut être dans la chaîne du livre. Et ça produit surtout de la déflation, c'est-à-dire que ce qui coûte essence coûte 60, ou 50, ou 40, ou 0, parce qu'en réalité le fichier numérique il vaut 0 en distribution. Donc il vaut en production, mais il vaut 0 en distribution. Donc pour le consommateur, il vaut 0. D'où le développement de la contrefaçon, ou la perception en tout cas par le consommateur que ça vaut 0. Et donc on est à nouveau très proche de la question de la lecture publique. Alors qu'on était sur une logique de marché, en réalité, quand on est dans le fichier numérique, on est très proche de l'objectif de politique publique qui est l'accès à des fichiers numériques. Donc, outre le fait que je pense que ça pose des problèmes presque philosophiques à la politique culturelle, qui est évidemment fondée sur la lecture publique historiquement, et qu'en même temps, elle défend légitimement la transition numérique d'un secteur qui est celui de la lecture publique, elle est confrontée à ces difficultés, à cet accompagnement assez lent sur le fait de pas d'évaluer le prix trop vite, le fait de maintenir un système concurrentiel avec des acteurs en situation de quasi-monopole, et notamment Amazon, donc d'essayer de faire une transition plutôt lente, alors qu'en réalité les questions que je viens de soulever n'appellent pas de lenteur et sont, me semble-t-il, centrales, c'est-à-dire c'est tout le modèle qui potentiellement explose. Et comme en face, on n'est pas, je parle plutôt cette fois-ci du travail, là c'était plutôt l'analyse économique. Si je reviens au travail qu'on avait fait de prospective, donc en 2 mots, tout est en ligne, hein, c'était réfléchir dans les 20 années prochaines à ce que pouvait être la culture, le rapport à la culture, le financement, etc. Donc c'est évidemment qu'une série d'erreurs. En 2 mots, on prend 33 facteurs qui modifient la culture ou la vie culturelle, donc les pratiques, les territoires, le financement, le mécénat, la mondialisation, le réchauffement climatique, parce que ça a des impacts très importants, par exemple, en matière de patrimoine, etc. On fait des hypothèses en regardant rétrospectivement ce qui se passe. Quels problèmes sont posés aujourd'hui? Quelles sont les hypothèses futures? Après, je vous passe le détail. On fait un mix de toutes les hypothèses et on arrive à décrire 4 scénarios le plus distincts possible. Et les 4 scénarios se produisent plus ou moins. Donc un scénario qui était de maintenir l'exception culturelle, ce que font les ministres successifs, sachant qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont contrarier, notamment le numérique.
Un deuxième scénario qui était plutôt le marché culturel, alors c'est un peu caricatural, mais qui est plutôt évidemment contre l'exception culturelle, qui est plutôt porté par le numérique, porté par l'offre et les usages. Et puis deux autres scénarios alternatifs que je pense qui se produisent quand même. Un, c'était plutôt quand même sur l'impératif créatif, donc des politiques volontaristes qu'on trouve en Europe, dans les régions, dans les grandes agglos. Et puis un autre qui était plutôt, à cause d'un choc budgétaire, on l'a aussi, un recul de l'État, un recul des collectivités territoriales dans le financement, ou en tout cas un resserrement de l'action plutôt sur ce qui est l'essentiel pour les collectivités territoriales, et ce qui malheureusement est plutôt le patrimoine, historiquement, que le reste. Alors, après on a fait un travail l'année suivante de mise en stratégie, c'est-à-dire ça c'était sur 20 ans, voilà les 4 hypothèses qui vont se produire, et après on regardait soit pour une collectivité locale, soit pour une direction du ministère, soit pour tout domaine, une école, etc. Mais donc ça marche aussi pour les bibliothèques. On reprend l'ensemble du travail, ça fait 600 ou 700 pages de fiches sur la rétrospective et la prospective, enfin de fiches techniques, où il y a pas mal d'infos, et on regarde ce qui va impacter le plus les bibliothèques. Alors j'ai pris 4 éléments qui sont avec des tendances qui sont majeures. C'est rarement positif, je suis navré. Premier élément, c'est la question de la lecture, qui est profondément aussi transformée par le numérique. Donc les tendances sont invariantes, sont malheureusement bien connues. C'est la baisse de la lecture, quoi qu'on en dise. C'est une baisse de la lecture qui est portée essentiellement par la baisse des gros lecteurs, et qui est une baisse qui a commencé à toucher les CSP+. C'est-à-dire jusque-là, les gros lecteurs étaient plutôt des CSP+, et donc ça maintenait l'essentiel et du marché de l'édition, qui commence à baisser, et surtout des enquêtes successives sur les pratiques culturelles. Là, il y a un vrai recul sur 20 ans. Il existe aux États-Unis, il y a une étude qui vient de sortir sur le rapport entre États-Unis et France, donc en gros, les États-Unis disent 10 ans avant ce qui va se passer en France. Et autre élément sur la lecture, il est générationnel, c'est-à-dire si on compare d'autres pratiques culturelles comme l'écoute de la musique, la lecture c'est assez proche de la presse, c'est-à-dire tous les 10 ans il y a 10% de lecteurs en moins. Donc sur 50 ans, il y a presque plus de lecteurs de presse lecture de presse quotidienne nationale. Donc il y en avait 70% qui lisaient un quotidien national tous les jours il y a 50 ans, puis il y a 40 ans ils étaient 60, 50, 40, 30, 20, ils sont que 5 aujourd'hui. Donc il n'y a pas de renouvellement générationnel de la pratique. Et malheureusement la lecture, tout livre confondu, produit le même effet. C'est-à-dire il n'y a pas de renouvellement générationnel de la lecture, ça commence à baisser de manière structurelle. Démographiquement, il y aura de moins en moins de lecteurs. C'est ça que ça signifie. Et deuxième aspect plus civilisationnel, et donc pas seulement générationnel, on ne se trompe pas beaucoup. Malheureusement, c'est assez prédictif. Le deuxième aspect important, c'est le recul très profond de la lecture chez les hommes, qui a un effet amplificateur, puisque pour des raisons d'identité, précisément dans les transmissions de pratiques culturelles, les petits garçons, enfin les jeunes garçons, s'identifient aux pratiques du père, plutôt en matière culturelle, et les filles aux pratiques de la mère. Et donc, comme les pères ne lisent plus, les petits garçons ne vont pas faire comme leur mère, c'est-à-dire lire. Donc c'est une pratique plutôt perçue comme féminine, et donc qui accroît la désaffection des jeunes garçons de la lecture. Ce qui là est repérable sur 10-15 ans. Mais si on fait exactement comme pour les pratiques générationnelles, dans 30 ou 40 ans, c'est considérable. C'est vraiment considérable. Voilà pour la lecture. Donc ça, avec le numérique, ça appelle probablement des transformations de métiers très considérables. Puisque si on regarde, et je ne suis pas un fanat des taux de pénétration des équipements numériques, mais si on regarde les smartphones, si on regarde les tablettes, c'est quand même le taux de pénétration qui progresse le plus rapidement par rapport aux précédentes technologies. Donc l'effet de substitution est massif. Et l'avantage ou l'inconvénient des tablettes, c'est qu'on est évidemment à un clic de tout autre contenu. La plupart du temps, on avait des tablettes, enfin des produits numériques dédiés. Là, on a des produits numériques non dédiés. Et donc ce que je viens d'évoquer, notamment sur les garçons, les filles ou les jeunes, a cet effet que la question de la lecture est, malheureusement, le déclin de la lecture est probablement accéléré, ou devrait probablement s'accélérer de ce fait-là, parce qu'on est à un clic d'un jeu vidéo, évidemment, donc pour des activités interstitielles. L'autre élément, c'est que on a plutôt, j'ai dit on lit moins de livres,
mais on lit plus avec le numérique. Et on lit beaucoup plus plein de choses. Et en même temps, il y a très peu de politique culturelle sur les usages de lecture, sauf les bibliothèques qui peuvent en avoir. Donc là, il y a à nouveau une fonction qui est très importante, qui émerge, enfin qui a émergé. Il y a plein d'expériences dans toutes les bibliothèques et qui est évidemment passionnante. Et on est, à mon avis, au cœur de la politique culturelle. Et puis, sans rester trop longtemps sur le numérique, le troisième aspect, donc plus important et pour conclure, c'est l'évolution des équipements. Pas seulement des bibliothèques, mais l'évolution de l'ensemble des équipements qui jouent aussi sur les pratiques de sortie. Or, on sait que les pratiques de sortie culturelle sont réservées à une petite partie de la population. Théâtre, musée, etc. Mais c'est aussi vrai pour les bibliothèques. C'est plutôt des CSP légèrement plus ou plus. Donc il y a toujours une part qui est quand même très problématique en termes de lecture, j'y reviens quand même une seconde. On produit, si on regarde les enquêtes qui sortent du service national, enfin des jours, des 3 jours, on produit 17% d'illettrisme par an aujourd'hui. En réalité 23-25 parce que le critère suivant c'est peut comprendre un peu ce qu'il lit, donc ça veut dire qu'en gros on comprend très, très peu ce qu'il lit. Donc ça fait quand même 1 sur 4 qui est sorti du système avant d'y rentrer, si je puis dire, enfin en fin de formation. Et si on regarde en CSP, c'est des parties entières qui ont déserté la lecture. Je pense en particulier à la catégorie socio-professionnelle des ouvriers, dont la moitié n'a pas lu un livre dans l'année précédente. Et c'est guère mieux pour les employés. Donc en fait, on va toucher quand même une relativement petite partie de la population, ça veut pas être, alors même que le besoin est considérable socialement. Et en termes d'équipement, on arrive à une difficulté, c'est que, bon, comme d'autres équipements, hein, ça fait 30 ou 40 ans qu'on a eu un mouvement d'équipement sur l'ensemble du territoire, en théâtre, en musée et en bibliothèque, médiathèque surtout. Sauf qu'on est à la fin de ce mouvement, pour des raisons budgétaires, pour des raisons d'équipement, donc on est plutôt dans de la rénovation que dans de la création. Et on est aussi dans une situation que nous connaissons tous, de limite budgétaire. Probablement durable, forte, et y compris pour les collectivités territoriales, dont le budget en matière de bibliothèque, que ce soit les communes ou les régions, est massif, et le plus important du point de vue des élus. Et donc, là où il y a des coupes possibles, ça va être évidemment là où il y a le plus de dépenses, parce que ça se voit moins, parce que c'est plus simple, et donc c'est ce que vous évoquez, masse salariale, etc. Donc on a une tendance qui est quand même plutôt très négative en termes d'équipement sur les 10-15 prochaines années, malheureusement, au moment où le besoin se fait sans doute le plus criant, pour les raisons que je viens de dire de renouvellement générationnel qui transforme le métier de bibliothécaire, à mon avis, en grande proximité, capacité d'utiliser ces techniques, d'accompagner les jeunes et les moins jeunes dans ces nouveaux usages de lecture, et avec des besoins d'investissement qui sont déplacés, et en masse salariale sur ce type de compétences, et en technologie, parce que c'est gratuit, enfin il y a une tendance à la gratuité du contenu, mais l'équipement et son renouvellement, etc. En fait, c'est beaucoup d'investissement. Et beaucoup d'investissements, y compris immobilier, puisqu'il faut créer des espaces, il faut des médiateurs, enfin il y a vraiment une réinvention des bibliothèques qui est d'ailleurs en cours. Donc voilà, ce que je peux dire très rapidement, puisque ce serait évidemment beaucoup plus long, ça peut être tout est dedans, mais après il faut en tirer les éléments. Et j'en déduirai un dernier point, parce que l'ENSIM m'a demandé il y a quelques mois d'y réfléchir, c'est de voir est-ce qu'en France on allait se mettre à évaluer le poids économique des bibliothèques. Et donc je leur ai dit non, parce qu'en fait il n'y a pas de littérature en France là-dessus. Mais au bout de 3 semaines en recherchant, j'aurais dit oui, parce qu'il y a énormément de littérature scientifique sur ce sujet aux États-Unis, en Corée, au Japon, au Canada, etc., en Scandinavie, etc. Et donc il y a un vrai risque derrière, ou pas risque, mais c'est d'avoir maintenant des analyses économiques, d'études d'impact, un petit peu comme je l'évoquais tout à l'heure, les multiplicateurs, etc., même si on peut être très réservé, c'est mon cas, sur leur pertinence technique et scientifique. Et beaucoup d'analyses coût-avantage. Coût-avantage à avoir une bibliothèque par rapport à un autre équipement. Coût-avantage à réinvestir dans une bibliothèque par rapport à un autre équipement. Et donc la situation budgétaire va probablement conduire un certain nombre d'élus à commencer à regarder ces méthodes qui sont, si on les lit assez incroyables, hein, par exemple d'analyse du retour d'investissement par mètre carré, enfin, contrôle de gestion fois je sais pas quoi, au carré, au cube, enfin assez incroyable par rapport aux missions des bibliothèques. Et où donc la pression budgétaire risque de se faire sentir à travers ceci,
qu'on a trouvées dans le reste de l'administration, et à mon avis, dont les bibliothèques ont pour le moment été relativement exemptées. Je ferai tout de suite un complément. C'est vrai qu'il en a été question sur le retour sur investissement au congrès de l'IFLA. Donc voilà, les exemples anglo-saxons et espagnols ont été présentés au congrès international des bibliothécaires à Lyon. Et l'ABF que je représente envisage sérieusement, en tout cas avec le ministère et le service du livre, de réfléchir à cette étude d'impact de retour sur investissement en disant 1 euro investi en bibliothèque, combien ça refait, ça impacte dans l'économie ou que ça fait économiser des déplacements. Enfin, il y a plein de biais possibles pour aborder ça. Donc c'est un travail en tout cas qui à mon avis est important, mais ça ne sera pas simple. Les effets sont pas nuls. Hein. Si on prend les grandes bibliothèques qui ont fait je pense à Toronto, j'ai repris le chiffre, c'est 4-5 $ canadiens pour 1 euro investi. Donc ça peut être aussi une logique de justification de la dépense. Moi j'ai un peu de scepticisme, mais sur cette méthode. C'est ce que vous aviez fait pour... il y avait, il me semble, eu une étude économique sur l'impact des événements culturels. Est-ce que vous avez participé à cette... il me semble que c'était à la fois l'inspection générale de la culture et l'impact économique. Les deux ministères, culture et finances. Est-ce que vous aviez participé à cette... Non, c'est un collègue de l'inspection, Serge Cancel, qui l'avait mené pour la partie inspection générale de la culture, et puis il y avait 2 IGF, enfin inspection des finances, qui l'avaient fait. Pour l'autre partie, donc on arrivait à 3-4% de valeur ajoutée, enfin de points de PIB, etc. Si on regarde bien l'étude, faites attention, hein, sur 10 ans, c'était en chute libre, c'est-à-dire on passe de 6 à 3. Donc après, on a communiqué sur 3. 3 c'est bien, mais enfin les chemins de fer à vapeur, c'était 12. Donc qu'il y ait des variations comme ça, c'est plus important. Et malheureusement, le secteur culturel a été divisé par 2, en grande partie pour les raisons que j'ai évoquées du numérique, de déflation et des industries culturelles. Si vous me permettez, c'est très lié à l'établissement dont je viens, mais il faut saluer quand même que dans quelques semaines ouvrira le bâtiment République de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, qui a été entièrement rénové pour un montant relativement important, 60 millions d'euros, dont plus de 21 financés par la communauté urbaine de Strasbourg, le Conseil général 67 et le Conseil régional d'Alsace, 40 millions pour l'État. Donc ce bâtiment sera ouvert très prochainement, à la mi-novembre sans doute. La possibilité d'accueil a été réévaluée largement, puisqu'on aura 900 places, dont 667 places de travail. Je pense que cet outil était attendu par la communauté et des chercheurs, et aussi, il faut le rappeler, cette bibliothèque est ouverte à d'autres publics, puisqu'on s'inscrit dans la logique Bac-3, Bac+3 aussi, puisqu'on accueillera à la réouverture les lycéens, et l'effort qui a été fourni et par l'État et par les collectivités territoriales s'est aussi traduit par la création de 12 postes. Moi, pour rebondir sur la présentation, et le constat et l'analyse que vous venez de nous faire, j'avais une question auprès des bibliothèques. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réflexion de mener sur la création, dans le futur, de nouveaux services que les bibliothèques ne proposeraient pas aujourd'hui, éventuellement payants, puisqu'on se rend compte que la contrainte des baisses de budget public est réelle, pour répondre en partie à cette question? Nous, on s'interroge sur l'auto-formation, bibliothèque et auto-formation, donc tout ce qui est apprentissage tout au long de la vie. Je crois que c'est un secteur que les bibliothèques bibliothèques municipales et universitaires pourraient contribuer à alimenter. Après, c'est vrai que ce sont aussi des outils numériques qui coûtent cher. Donc c'est encore une fois des choix budgétaires. Donc on attend nos arbitrages financiers.
Oui, je crois que c'est effectivement, enfin, il y a tous ces champs-là. Bon, je reviens aussi à une question qui rejoint ce que vous disiez. Hein. C'était par rapport à l'illettrisme et à tout ce pan de l'évolution de la société. Je crois qu'il faut qu'on soit solidaire, nous, de l'éducation nationale. Enfin, moi, je me sens assez solidaire de cet apprentissage de la lecture et des codes de la lecture. Et je crois que c'est important de le garder à l'esprit. Et puis, en tant que conseil général, on est très sensible au social. Et je crois que là, il faut qu'on s'inscrive un maximum dans la transversalité pour aller chercher les publics, pour paraphraser avec les dents là où on peut, et essayer en tout cas d'être présent là où les gens en ont besoin, comme vous le disiez, d'apprentissage de la lecture, et ensuite les amener vers d'autres lectures ou pas, mais au moins les rendre autonomes vis-à-vis de cet acte qui est finalement très important tout au long de la vie, qui peut amener à de la lecture utilitaire ou à de la lecture loisir. Mais je crois que ça aussi c'est une mission qu'on avait déjà dans les bibliothèques, mais qu'il faut réinvestir dans l'aspect rôle social, mais vraiment en allant sur le terrain, plus près de nos collègues qui sont au contact des usagers, enfin des habitants. Oui, alors c'était très riche ce que vous avez dit. Moi, je ne suis pas trop intervenu sur le livre numérique, là, parce que vous en avez beaucoup parlé. Je participe à ces débats là, au niveau du ministère de la Culture, au groupe du livre numérique. Et c'est vrai qu'on est en pleine discussion pour essayer de trouver quel va être le bon modèle, quel va être... On a passé l'autre jour 3h30 à écrire 3 paragraphes pour des recommandations qui sont souhaitables, etc. Pendant ce temps-là, il y a effectivement des acteurs majeurs qui sont en train d'être présents, etc. C'est vrai que moi, en tant que je suis en charge de médiation numérique pour la médiathèque de Strasbourg, et la question que je me pose, c'est la question de la lecture, qui est pour moi centrale, effectivement. C'est finalement, moi je vois ça plutôt de manière positive, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on réimagine en fait des dispositifs. On voit bien qu'on est arrivé à des limites. On ne touche pas forcément tous les publics qu'on aurait souhaité. Hein, vous l'avez rappelé, les CS+. Il y a cette baisse de la lecture. Je ne vais pas revenir sur tous les facteurs, hein, mais enfin bon, c'est un ensemble de choses. Il va falloir qu'on soit imaginatif, qu'on invente des nouveaux dispositifs. On voit bien qu'on ne va pas construire encore des milliers de mètres carrés de bibliothèques, etc. Il y en a partout des bibliothèques, je pense que c'est bien. Ça, c'est bien. Mais il va falloir qu'on change nos rapports avec, justement, on parle du participatif, du collaboratif. Hein, c'est des mots qui commencent à être... moi, je commence à avoir ce mot-là dans la tête de manière... je l'utilise aussi énormément, mais ça commence à devenir un petit peu imbuvable. Moi, ce que je voulais savoir, c'était par rapport à vos enquêtes, Philippe Chantepie, là. Vous aviez parlé il y avait 4 stratégies, il y en avait 2 qui étaient le modèle qu'on connaît de l'exception culturelle. Il y en avait un deuxième, j'ai pas bien compris ce que c'était. C'est plutôt porté. Donc, le premier, il était plutôt porté par le choix public. En fait, il fallait bien rentrer dans toute la combinatoire. Donc on disait la politique, le choix politique, ça permet de réorganiser. Donc ce qui est central, c'était tous les facteurs qui étaient sur la régulation. Le droit d'auteur, le droit de la concurrence, la fiscalité, etc. Le budget aussi. Donc ça faisait en gros, on avait un tableau de bord et des outils qui marchaient, qui étaient attaqués, mais qui marchaient. Le deuxième, c'était ce qui porte le plus la culture, enfin la vie culturelle, c'est l'offre économique et la mondialisation. Ce qu'on peut repérer, par exemple, très, très vivement, hein, sur par exemple, des enquêtes sur les écoutes musicales. Ceux qui écoutent de la musique, de la chanson française, ils ont en gros plus de 50, 60, 70 ans. Et quand on prend en âge, c'est de la musique internationale, pareil pour les films, pareil pour tout. Donc c'était plutôt ça. Et le troisième, c'était... Enfin, je m'arrête, si je vous ai répondu. Oui. C'était plutôt... je voulais savoir, par rapport à ces modèles-là, on voit que peut-être le modèle de l'exception culturelle, est-ce que vous sentez qu'il est remis en cause au niveau de nos décideurs politiques, de nos ministres? Quelle est la tendance? Est-ce que
On voit bien que tout ce qui est droit d'auteur, ça ne fonctionne plus à l'échelle de la planète. On en est où exactement? Quel est votre sentiment? Juste un sentiment, parce que je pense qu'il n'y a, a pas une réponse. Non, je parle librement. Hein. Non, je crois que une caractéristique en France, c'est que la politique culturelle fait partie des attributs de souveraineté ou des politiques régaliennes, historiquement, parce que c'est associé à François Ier, la bibliothèque, enfin à chaque fois. Il y a une logique comme ça entre le prince, qui est bien avant Malraux, hein, qui s'est installé après dans la 4e République, etc. Bon, après, on a effectivement 10 ans de Malraux qui en surajoute à l'émancipation culturelle, alors qu'après la guerre, il y avait une émancipation éducative. En France, on a une émancipation culturelle qui est incarnée sur longue période par un même ministre. C'est repris par Lang après. Bon, après, malheureusement, on a des ministres qui changent tous les 2 ans, donc, comme dans les autres ministères. Mais pour faire des politiques culturelles, il faut vraiment du temps pour que c'est un impact. Donc il n'y a pas de mise en cause sur les valeurs du point de vue des politiques, me semble-t-il. Le problème, c'est que entre-temps, la plupart des clés sont passées à Bruxelles. Le droit d'auteur, il négocie à Bruxelles, on l'a évoqué tout à l'heure. Le droit de la concurrence, qui concerne Amazon, machin, je ne parle même pas de la fiscalité, ce qui n'est pas très important. Enfin, c'est important pour le budget. Ça, Bercy avait qu'à signer qu'ils aient le droit de s'installer à Luxembourg. C'était quand même il y a 10 ans. C'est une décision où les 27 se sont mis d'accord pour que les Amazon, Apple, etc. puissent y aller. En revanche, en droit de la concurrence, plusieurs fois qu'on a vu passer Apple, Google, à chaque fois on dit rien. On dit oh mais c'est innovant et ça a progressé. Ben oui, ça progresse et ça a 70, 75, 80% de part de marché à la fin. Donc l'outil n'appartient pas à la France. Donc la plupart des outils ne sont plus dans les mains du ministère. Il était parce que en fait ces questions-là ne se posaient pas. Et puis on n'avait pas le marché intérieur, etc. Et puis, sur les aspects qui seraient plus importants, c'est plutôt dans le truc Culture 2020, qui est aussi en ligne. Par exemple, sur la démocratisation culturelle, en fait, le ministère n'a pas de levier. Il a un peu un levier de tarification du Louvre, mais le Louvre, s'il est fermé 6 mois, ça ne se voit pas dans les statistiques des pratiques culturelles. Ça va faire 3 millions en moins, mais 3 millions, c'est même pas 1% du sondage qui est fait. Donc ça n'apparaît pas. Donc en fait, en dehors des quelques établissements publics, il y avait la mesure de gratuité dans les musées, bon. Et donc, il n'a pas les leviers qu'il avait il y a longtemps. C'est plutôt ça, je crois, la difficulté, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une politique culturelle qui est ajustée avec une transformation si profonde des outils. Et une fragilité, parce que si on prend le prix unique, on sait que Bruxelles veut taper dessus, le droit d'auteur, on l'a évoqué, la logique de marché intérieur, il ne faut pas qu'il y ait de distorsion de marché. Enfin, ils sont tous comme ça. Donc, et la crainte, c'est le scénario 2, le scénario 1, exception culturelle. Dans l'hypothèse, hein, il y a l'élément de rupture, il y a une régulation, ça peut être l'arrivée de Netflix et la chronologie des médias. Il y en a une qui saute, et après, c'est un jeu de domino. Et c'est ce qu'attend, à mon avis, plutôt ces acteurs-là. Sauf à ce que vous ayez encore des questions, on va clore la table ronde. Moi, j'ai une question peut-être un peu personnelle pour terminer cette table ronde. Assez régulièrement et encore en ce moment, on pointe Amazon du doigt pour des raisons de la part des acteurs divers et variés qu'on peut comprendre du point de vue des angoisses que ça génère. Ma question aujourd'hui, elle est pour les bibliothécaires et puis pour les quelques libraires présents. C'est comment vous imaginez votre métier demain et la valeur ajoutée que vous allez vous pouvoir apporter par rapport au modèle que propose Amazon. Je parlais notamment d'Amazon pour les bibliothèques parce qu'il y a aujourd'hui des formules mises en place qui peuvent venir entre guillemets en concurrence en matière de prêt d'ouvrage. Quelle est votre valeur ajoutée ? C'est presque un sujet de concours là que vous me posez. Où j'ai 3 heures et voilà. Non, mais c'est vrai que oui, voilà. Enfin, je veux dire, c'est d'une part, on n'a pas du tout les mêmes objectifs, c'est-à-dire en termes de si on fait de la recommandation, ce qu'on est en train de travailler dans beaucoup de bibliothèques, la médiation numérique dont parlait Franck Quérault, on est vraiment là sur une autre logique
complète de types de recommandations. On n'est pas sur des algorithmes, on est voilà, sur une approche, une ouverture culturelle. Et puis, voilà, on ne récolte pas de données pour vendre des choses. Enfin, il y a une profonde différence. Alors, c'est vrai que Amazon et l'ennemi commun, là, clairement, enfin, moi, je ne visais pas les libraires quand je parlais du prêt numérique, mais je partais plutôt des éditeurs, quoi. Enfin, pour moi, il y a les auteurs qui sont un peu frileux, mais ça, je peux les comprendre. Mais c'est surtout les éditeurs qui sont très, très réticents aujourd'hui. Mais notre ennemi commun, effectivement, entre libraires et bibliothécaires, c'est Amazon, dans la mesure où il va proposer, notamment, il a déjà commencé à proposer du prêt illimité. Et c'est vrai que ça, bon, on le voyait venir depuis longtemps, depuis qu'ils étaient aux États-Unis. Voilà, on savait que ça allait venir un jour en Europe. Et donc voilà, ça c'est vrai que ça va contribuer à brouiller les modèles, comme vous le disiez, entre voilà, la bibliothèque c'était voilà gratuit, illimité, enfin relativement illimité parce qu'on avait un nombre de documents. Pour certaines c'était illimité, mais on avait un nombre de documents, les gens pouvaient venir très souvent, il n'y avait pas de limite entre guillemets. Et c'est vrai que là, dans le numérique, ça c'est très brutal. Et donc, il faut qu'on apporte une plus-value en termes de conseils, d'attractivité, et puis l'autre partie, dans les bâtiments, quand les gens viennent chez nous, il faut qu'ils soient super bien accueillis, qu'on les étonne, qu'ils aient envie de revenir. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire à ce niveau-là, quoi. Enfin, je ne sais pas si les collègues veulent compléter. Moi, je confirme, je pense que de toute façon, nous avons un interlocuteur dans la chaîne du livre, et je crois que c'est primordial, c'est le libraire. Nous travaillons avec le libraire, nous le connaissons, il nous connaît, nous avons un cahier des charges qui leur a été transmis, ils le connaissent, on en discute assez régulièrement. Nous travaillons avec les libraires pour des offices, c'est aussi décrit dans le cahier des charges, ils savent ce dont nous avons besoin et ils apportent la plus-value de leur métier, hein. On n'est pas libraire, nous, quoi qu'on fasse, on ne le sera jamais. Et c'est ce qu'on attend de nos fournisseurs, c'est que ce soit des libraires qui nous envoient des offices, qu'on en discute, qu'on fasse le point sur tel et tel événement à venir et qu'on voit avec eux quels sont les documents qu'ils peuvent nous faire parvenir, que ce soit physiquement parce qu'on les rencontre, que ce soit par échange téléphonique ou par courriel. On reçoit leur liste de nouveautés quand ils sont à l'étranger, ils nous informent des parutions qui sont susceptibles de nous informer. J'allais dire le métier de libraire, je pense pas me tromper en disant qu'il est universel quelque part. C'est un métier, c'est quelque chose qui apporte une plus-value à nos acquisitions et ça... une plateforme avec des robots jusqu'à ce qu'on ait apporté la preuve contraire, j'y crois pas. Alors, je crois que je partage complètement l'avis de mes deux collègues bibliothécaires. Je crois que ce qui fait notre force, c'est l'humain. Et que, voilà, je crois qu'il y a des gens qui viennent dans les bibliothèques, qui reviennent, à mon avis, dans les librairies, parce qu'ils ont compris qu'il y avait un risque que cette société complètement dématérialisée, alors je suis un dinosaure, je l'admets, mais que cette société dématérialisée complètement, mais il y avait un risque. Et donc il me semble, dans la société française en ce moment, un mouvement, j'allais dire presque militant, de gens qui reviennent dans des lieux gérés par des humains. Et on a besoin, on est des humains, on a besoin de cet échange. J'aime bien ce mot militantisme, il revient depuis ce matin. Je crois que c'est la présentation sur les structures régionales du livre qui l'évoquait. Je crois que c'est effectivement un acte. Anne-Marie, je crois que... Je voulais simplement rebondir sur ce que disait Xavier. Au quotidien, au final, je rencontre tous les jours des élus qui ont envie d'améliorer leur bibliothèque, d'en construire pour quelques-uns, même beaucoup, on est quelquefois obligé d'essayer de les réfréner parce que leur projet n'est pas forcément suffisamment mature ou autre. Les élus ont envie d'avoir cet espace de sociabilité. Les bibliothécaires, je pense, ont de plus en plus conscience que leur force, c'est dans la relation et plus autant dans la collection. Ça, je pense que là, on est maintenant dans cette réalité. Personnellement, je ne me lève pas le matin en pensant à Amazon. Je sais que dans le réseau Barinois Lecture Publique, il y a 2200 bénévoles, qu'il y a 170 salariés, qu'il y a des acteurs très, très, très nombreux, très diversifiés, qui prennent chacun leur part, en fait, d'un ensemble dont aujourd'hui peu de monde a la photographie finale. Mais
voilà, moi je crois assez à ce que j'ai entendu, je crois que c'était au congrès de l'ABF, hein, la bibliothèque, d'aujourd'hui déjà, et demain, c'est des connexions plutôt que des collections. Voilà. Oui, alors j'aimerais intervenir en tant que représentante d'une association de libraires indépendants en région Auvergne. Alors sur la question de la présence d'Amazon dans le paysage culturel actuel, enfin si on peut dire culturel, mais enfin bon, je pense que en fait ça a été aussi une sorte de mouche du coche. Les libraires, en tout cas de ce que je constate, ça les a obligés à se remettre en question, à engager une certaine démarche de professionnalisation, de réfléchir à nouveau sur leur métier et peut-être d'inventer notre façon d'être libraire. Et donc je vois que tout ce qui est humain justement est mis en avant, c'est-à-dire que le libraire, c'est effectivement un acteur culturel à l'instar des bibliothécaires, mais c'est aussi un commerçant, c'est un commerçant de proximité, c'est le lien social, c'est tout ça. Et en fait, pour conclure, parce que je crois on est un peu fatigué, mais moi j'ai vu une information qui me paraît être assez intéressante pour rebondir sur le fait que vous avez dit tout à l'heure que ce qui se passe aux États-Unis, 10 ans après, ça arrive en France, mais peut-être que ça va plus vite maintenant. Et que moi ce que j'ai vu, c'est que les librairies indépendantes aux États-Unis étaient en train d'augmenter. Donc voilà, j'avais envie de donner cette petite coloration optimiste, parce que je pense que finalement personne n'a la boule de cristal et que les choses évoluent, les choses on s'adapte, et que finalement l'humain quand même, je pense qu'il a la main sur son avenir. Voilà. Juste un très bref mot, c'est essentiellement sur les usages, hein, c'est pas sur les offres, là ça va beaucoup plus vite. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, je pense que on sort quand même, on va sortir d'une période où on nous faisait croire, où on se faisait croire que le numérique ça faisait quelque chose de différent. Moi ce que j'ai toujours trouvé intéressant dans le numérique, c'est ce que ça fait au non numérique. Et donc précisément au monde physique, au présentiel, etc. Et on l'a bien vu dans le secteur de la musique, ça vaut plus rien un disque, mais le spectacle, l'associabilité associée au concert, etc., c'est beaucoup plus important. Et donc comme on va avoir ça, c'est indéniable, plutôt 70-80% de la population connectée, avec des grandes disparités dans les modes de connexion, la force des réseaux que vous évoquiez ou pas, ils resteront quand même dans le monde humain. Et donc je pense qu'on sort de ces enfantillages qu'on a eu 10 ans sur le numérique pour s'interroger sur ce qu'est l'humain quand il est connecté. Oui, je voudrais juste, avant de laisser Cécile conclure, remercier pour les sympathiques paroles que vous avez prononcées tout à l'heure, remercier ma collègue d'avoir répondu pour les libraires. Je voudrais juste remettre ma casquette de chaîne du livre et dire que Amazon, pour faire très court, est un système confiscatoire qui va faire en sorte, dans sa philosophie, de faire disparaître, pas un, pas deux, mais beaucoup des acteurs de la chaîne du livre. À commencer par les éditeurs, qui sont aujourd'hui les fabricants du livre, tels que nous le connaissons. Et on a bien vu que certains auteurs ont pensé s'en passer, ont essayé de mettre leurs textes comme ça sur la toile, et des grands noms, et ils en sont vite revenus. Je pense à Stephen King, dont on parle souvent. Et je fais souvent un parallèle aussi avec la pharmacie. Le jour où il n'y aura plus que des génériques, est-ce qu'il y aura encore de la recherche? Le jour où il n'y aura plus que Amazon, est-ce qu'il y aura encore des nouveautés et de la création en littérature? Alors je vais essayer de terminer avant que vous concluiez sur une note un peu plus optimiste. On avait une avant, mais dire aussi, je crois que c'est une des choses que je retire du congrès de l'IFLA aussi, et puis des discussions qu'on peut avoir autour des gens qui sont venus extérieurs au monde des bibliothèques, finalement intervenir dans le cadre du congrès de l'IFLA, c'est que finalement, et peut-être je ne sais pas pour les libraires, mais je pense que c'est un peu le cas, et les libraires et les bibliothèques, on ne défend pas assez ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez fier de ce qu'on est,
et de ce qu'on représente. Et ça, je crois que c'est une posture qu'il faut qu'on change aussi de posture, en disant, voilà, on est un acteur culturel, on est important, même si ça peut paraître comme ça, mais 18% d'une population qui va dans un équipement, c'est quand même pas rien. Et tout le travail qu'on fait, et vous et nous, c'est important, et il faut qu'on arrive à le défendre quotidien auprès des élus, auprès des décideurs. Et voilà, je voulais terminer sur cette note en disant, voilà, soyons fiers de ce qu'on fait, défendons-le, et on passera ce cap en inventant des choses. Moi, je vais faire très bref parce que je pense que vous êtes fatigués par cette journée dense. Mais pour rejoindre le côté humain dont vous parliez tout à l'heure, je trouve qu'en face de ces phénomènes qu'on vient de décrire, le développement de tout ce qui est participatif, collaboratif, en atteste par exemple le financement participatif, mais on peut multiplier les exemples. Moi, on plutôt tendance à me rassurer. Alors, je suis peut-être une grande optimiste, mais on assiste clairement à une révolution qui est incontestable, avec des modèles à trouver, mais où l'humain, comme vous le dites, clairement a toute sa place, et où on remarque quand même qu'aujourd'hui, on a envie d'y revenir à ces relations de proximité. Mais en tout cas, merci à tous pour votre présence.